Voilà, j'ai une maladie héréditaire qu'on appelle syndrome de Marfan, qui ne déclenche pas la cécité, mais qui fait une petite malformation au niveau des cristallins, et donc une cataracte précoce qu'on peut garder, qu'on peut opérer. Moi, on ne m'a pas opéré parce que en 1964, bon, c'était encore, ça posait encore question. Et on peut garder la vue éventuellement toute sa vie, hein, mais c'est souvent une malformation qui se complique avec des décollements de rétine ou du glaucome. Et le glaucome, pour ce qui me concerne, m'a fait perdre la vue. Je ne perçois pas l'environnement comme le perçoivent les habitants de l'immeuble. On est nombreux, c'est une grande tour. Alors c'est un immeuble social, ça s'appelle ILM, de la ville de Paris. Donc il y a une population assez diverse. Et il y a aussi des squatteurs, donc des gens qui font des trafics, qui sont présents mais qui n'habitent pas ici. Bon, qui font des dégradations, voilà. Mais tout ça, moi, je ne me perçois absolument de rien. Donc pour moi, quand je touche les choses, c'est-à-dire qu'est-ce que je touche dans l'immeuble, c'est la poignée de la porte d'entrée du hall de l'immeuble, c'est ma boîte aux lettres, et ma foi, c'est à peu près tout, hein. Donc quand je touche la porte et quand je touche ma boîte aux lettres, tout est nickel. Donc pour moi, tout va bien. Quand je m'essuie les pieds sur le paillasson, il m'a l'air bien propre. Le ménage est fait dans le hall. Tout m'a l'air. Mais quand j'entends les habitants, ici c'est vraiment une porcherie. C'est dégoûtant. Il y a de l'insécurité, il y a du bruit, il y a des dégradations. C'est vraiment inquiétant. Je pense que je croise certainement des petits trafiquants, sûrement le soir, peut-être. Mais je les trouve plutôt aimables. Donc, je ne sais pas. Donc, en tout cas, ceux qui font des nuisances ne viennent pas à moi, en tout cas. Si j'avais à me plaindre de l'immeuble, ce serait peut-être de ne pas connaître assez de personnes ici. Ouais. Il vous arrive de vous sentir un peu seul? Oui, parce qu'il y a énormément de gens qui habitent dans l'immeuble, avec 25 étages, et je connais peu de monde en fait. Et les gens que je connais, je les connais pas par hasard, c'est par des associations extérieures, c'est par la fête des voisins, où on a finalement une toute petite proportion de locataires qui viennent. Et une année, j'ai fait des formations de massage, et j'avais distribué des prospectus dans toutes les boîtes aux lettres. Et j'ai un certain nombre de locataires qui sont venus. Et ça a créé des liens, par contre, des liens durables et forts. Donc en fait, c'est vous qui calmez les autres. Non, mais... Alors les gens, oui, il y a des gens qui sont venus pour se relaxer. Oui. Voilà, je m'intéresse depuis longtemps au toucher, et c'est un point commun que j'ai avec une artiste que nous connaissons, Marie-Josée Pillet. Et pour moi, la sérénité, le bonheur, en tout cas l'apaisement, il réside en grande partie dans le sens du toucher, dans le sens tactile. En fait, l'espèce humaine, je l'ai entendu dire par un psychiatre, elle est très
est très anxieuse, elle est très inquiète. Hein. L'espèce humaine, on est... D'ailleurs, je crois que notre adaptation, ça a été de nous dresser sur nos deux pattes pour courir, hein, donc c'est pas... Et de pouvoir regarder de loin les ennemis arriver. L'espèce humaine est inquiète, est angoissée, donc on œuvre tout le temps pour se calmer. En fait, ce qui nous apaiserait, le bonheur, tout ça, en fait, il est là, présent, mais on s'en détourne, parce que c'est notre intelligence qui nous en détourne. Et le sens du toucher, c'est un sens beaucoup plus primitif que les autres sens. C'est le premier des sens, chronologiquement, je pense. Et il est sans doute moins relié à l'intelligence fine que peut développer l'espèce humaine par la réflexion, la prise de distance. L'être humain, je pense qu'il s'est adapté en prenant de la distance. Et prendre de la distance, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport à ses émotions, prendre de la distance pour réfléchir, pour aménager des stratégies, pour se protéger, pour chasser, pour... Prendre de la distance, c'est évidemment s'éloigner, et c'est s'éloigner de soi, et c'est s'éloigner sur le plan spatial, hein, c'est s'éloigner, donc c'est ne plus être en contact, et donc ce n'est pas le toucher. Le toucher, c'est le contraire, c'est le contact, l'absence de distance. Et donc, pour moi, l'être humain, il est entre ces deux pôles, qu'est la distanciation d'un côté et l'enracinement de l'autre. L'enracinement, l'enracinement minimal, c'est le contact, c'est le toucher. Et si on veut aller plus loin, c'est à l'intérieur qu'il faut creuser. Là, j'arrive à 60 ans, on voit le corps évoluer. Des capacités ou des problèmes de santé, des capacités qui peuvent baisser, ou des problèmes de santé qui peuvent émerger. Donc, donc forcément, on va chercher à s'adapter à ça, et ça crée des changements aussi, des adaptations, et une évolution du fameux moi. Il y a sans doute des discours, des attitudes que je peux peut-être plus tenir maintenant. Peut-être que je pouvais être plus enflammé, peut-être. Voilà, maintenant j'ai des petits problèmes de santé comme ça, donc je suis obligé de prévoir, d'aménager mon emploi du temps. D'accord, donc ça fait 20 ans que vous avez eu cette maladie. Enfin, la perte de la vue, oui, c'était il y a 23 ans. 23 ans. Comme je le disais auparavant, il y a une stratégie de comportement qui s'est mise en place, qui fait que je laisse sans doute plus les gens venir à moi.
des fois, je suis obligé de provoquer ça un peu. Par exemple, si j'ai besoin d'aide, bon, je vais un peu... si je vois un groupe de gens, je vais peut-être foncer dans le tas, dans le tas de gens, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. S'il y a quelqu'un qui me parle et qui me demande s'il peut me procurer une aide, voilà. Je pense que je laisse plus les gens venir à moi que quand je voyais où j'avais quand même la fierté de ne pas solliciter les autres. Donc du coup, peut-être il se passe plus de choses qu'auparavant quand je voyais, je n'osais pas, et je n'osais pas aller vers les gens, eux venaient pas forcément vers moi, et donc au final il se passait moins de choses. J'ai fait plus de grandes rencontres depuis que je ne vois pas qu'auparavant. Oui. J'ai beaucoup plus d'amis aujourd'hui que entre l'âge de 30 à 40, à 37. Ouais. On est un groupe de gens, c'est pas une association, voilà, on se dit collectif. On a un lieu pour se donner rendez-vous, c'est une bibliothèque associative, et on a créé des rencontres, une scène ouverte de poésie et de poésie musicale, c'est-à-dire où la poésie, c'est des textes poétiques, où une parole poétique vient rencontrer la musique improvisée pour créer un moment, effectivement un moment de lumière. Et ça rencontre beaucoup de... Le mot succès n'est pas, pas un peu adapté, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent goût à ces moments de musique et de poésie. Et voilà, donc ça fait 8 ans qu'on le fait. Quelles sont les petites choses qui vous rendent heureux, en fait, dans votre quotidien? Beaucoup de choses. Il y a le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il y a un moment, je faisais une petite enquête au niveau du petit déjeuner, parce que c'est très souvent le moment le plus frugal, le repas le plus frugal et le plus répétitif, le plus routinier. Voilà, c'est souvent composé de toujours un peu les mêmes ingrédients. Et quand on interroge les gens, quand je travaillais en EHPAD, le petit déjeuner, tout le monde en était satisfait. Tout le monde. Par contre, les autres repas n'étaient beaucoup moins satisfaisants. On était beaucoup moins satisfait, malgré que c'est des repas beaucoup plus complexes, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus nourrissants, etc. Mais les gens n'étaient pas toujours satisfaits, même voire totalement insatisfaits. Par contre, le petit déjeuner, prendre une biscotte, ça allait très bien. Et donc, en tout cas, moi, je démarre toujours la journée avec le petit déjeuner. Bon, ça me fait plaisir. Même des fois, le soir, avant de me coucher, je pense au petit déjeuner. Ok. Généralement, c'est 2 petites tartines de pain avec du beurre et un morceau de fromage. Voilà. Après, je fais une séance d'écriture. Ça fait pas mal d'années que je fais ça. C'est une espèce d'exercice où je laisse je laisse courir ma plume. Bon, c'est sur un ordinateur, mais bon. Appelons ça une plume. Je laisse courir ma pensée, ma parole, qui se linéarifie dans une sorte de texte.
qui me recentre sur moi. C'est comme si on ajustait l'objectif de l'appareil photo et que la photo devient plus nette. Enfin, on se retrouve alors qu'on était un peu dans le flou. Et ça, ben voilà, c'est un recentrage que j'apprécie, qui est toujours un peu... qui est toujours un peu risqué, dans le sens où quand j'ouvre ma page, je ne sais vraiment pas ce que je vais dire, et souvent j'ai ce sentiment de rien avoir à dire, et en laissant le temps aligner les mots, s'aperçoit qu'il y a des choses, on a un contenu intérieur qui apparaît. Et c'est toujours rassurant, voilà, pour commencer la journée. On reprend pied, on reprend racine. Voilà. Je ne saute pas directement dans mes chaussures pour aller courir. Il y a cette phase de transition. Et après, la journée, voilà, c'est des activités diverses. Mais c'est la vie sociale, donc c'est un autre... C'est moins centré sur moi. Se sentir pas beau, minable, voilà, c'est le sentiment dépressif, c'est de se sentir pas grand-chose et pas aimé, pas valorisé, sans valeur. C'est des sentiments qui me traversent aussi. Mais voilà, c'est des sentiments qui s'évacuent, qui passent. Par l'écriture ? Alors, ça peut être un moyen, oui, ça peut être un moyen. Je cherche pas à les chasser. Ces sentiments, ils sont là. Je sais les analyser. Mais voilà, je me plonge dans mes petites activités et forcément je les oublie. Il y a la musique aussi qui a un grand espace où je me retrouve aussi. Est-ce que vous avez envie de partager un texte que je pourrais mettre ou le lire ou... Alors, il n'y en a pas beaucoup que j'ai en tête. Ouais. Là, je pense à un texte, mais qui m'était venu peut-être en marchant. Je pense à un texte, mais il ne me revient pas. Ah oui. Et il commence comme ça. No, 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 nozo, 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 nos hormones, nos hormones. Nos hormones nous mènent. Nos hormones nous mènent hors monde. Nous cherchons l'or. Hors d'ici, hors d'ailleurs. Nous cherchons l'or de l'origine à l'horizon. Nous cherchons. Même mort, nous cherchons encore nos os, nos os, nos os. Ouais, j'étais souvent frappé de voir comment la pensée peut être guidée en fait par nos hormones.
qu'on se croit libre de penser, mais en fait on est sujet à des fluctuations. Notre pensée, elle semble autonome comme ça, on a une pensée, on réfléchit, on construit des choses. Mais en fait, il suffit d'avoir une fluctuation d'hormones pour penser autrement, pour être triste, ou pour être gai, ou pour être, avoir du désir. Et donc, ça participe à disons, à ma modération par rapport à une suprématie de la pensée. Moi, je crois plus au corps que... Voilà, la pensée, c'est une émanation du corps, et la pensée, bon, il faut l'utiliser, il faut la cultiver, mais c'est pas un but. Je trouve que notre société souffre un peu trop de discours et de pensées qui sont censés résumer tout le monde, l'univers entier, par la science, l'être humain, tout doit être pensé. Il paraît qu'on sait exactement ce qui s'est passé heure par heure, seconde par seconde, il y a 13 milliards d'années. Mais je sais pas ce que vous en pensez, du Big Bang. On a toutes les infos là-dessus. Hein. Ah ouais. Bah, bien, sans doute qu'on saura bientôt qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Ah, donc il y a quelque chose avant alors. Donc, d'accord. Il y a peut-être quelque chose qui n'est jamais né, peut-être. Ah, peut-être. Hein? C'était peut-être complètement différent. Oui. Voilà. Mais peut-être que vous avez envie de faire un petit peu de piano. Alors, je vais essayer, hein, mais je garantis pas la résultat. On verra bien.
Voilà, donc merci pour cette improvisation, merci pour cette interview. Et puis, voilà, un mot de la fin, si vous voulez. Ça, je ne suis pas très fort dans les conclusions. D'accord. Donc, on va laisser, on va laisser courir le temps derrière nous. Hein. Non, je sais pas trop quoi dire généralement en conclusion. Je suis plus fort dans les introductions que dans les conclusions, je crois. Ok. Bon ben on vous salue tous hein, et puis voilà un grand merci à Eric et à très bientôt. À bientôt.